parce que je trouve que c'est une chose... on a le droit de mourir comme on a le droit de vivre. C'est évidemment une question très profonde Oui. et très importante, et le Oui. reflet de votre personnalité. On va justement parler de cette personnalité, de votre combat de féministe, avec bien sûr une des icônes du féminisme, c'est Simone de Beauvoir. Toute son œuvre autobiographique, qui recouvre un quart de siècle, est publiée dans la Pléiade. Elle a évidemment participé à ce combat, et vous aussi, notamment au manifeste des 343, mais Bien ça on sûr. va en reparler, pour le droit à l'avortement. C'est Sabrine Kasbaoui qui nous parle de Simone de Beauvoir. Eh bien, le sexisme, c'est l'attitude qui prétend établir des discriminations entre les êtres humains d'après leur sexe. Une pensée fulgurante, des yeux myosotis et un engagement viscéral contre les inégalités. Souvenez-vous, Simone de Beauvoir, la philosophe, l'écrivain, auteur du Deuxième sexe et des mandarins, celle que Jean-Paul Sartre, son compagnon, surnommait le castor. Mais d'ailleurs, pourquoi le castor? Parce que le castor en anglais c'est beaver, et que les castors vont en bande organisée et sont constructeurs. Constructrice, ça, elle l'était. Auteure de plus d'une vingtaine d'ouvrages, romans, essais ou encore récits autobiographiques, Simone de Beauvoir écrivait près de 6 heures par jour. Laure Adler, journaliste et écrivain, ainsi que Claudine Monteil, historienne qu'il a bien connue, nous raconte son œuvre et son féminisme. Simone de Beauvoir vient d'une famille aristocrate catholique qui a eu d'une certaine manière une grande chance, c'est-à-dire celle d'être ruinée. Et le père de Georges de Beauvoir a dit à ses filles, Simone et à Hélène de Beauvoir, qu'il ne pourrait pas leur payer de dot et que donc elles devraient travailler. Et travailler, ça ne lui pose aucun problème. Brillante, la jeune femme est bardée de diplômes en lettres, mathématiques ou encore en latin. En 1929, elle obtient haut la main l'agrégation de philosophie. Simone de Beauvoir, elle s'est construite à partir du moment où elle ne croit plus en Dieu. Elle se construit contre sa famille et d'autre part, elle se construit aussi surtout contre l'image et contre la situation sociale de sa mère. Elle a un très beau passage dans les Mémoires d'une jeune fille rangée où elle raconte qu'elle ne va pas passer sa vie à faire la vaisselle. Et ce qu'elle entend, c'est se dépasser. Se dépasser, s'engager dans son temps, c'est l'ambition de Simone de Beauvoir et elle va l'affirmer concrètement après la Seconde Guerre mondiale en 1945 en créant avec Jean-Paul Sartre une revue où vont se côtoyer Albert Camus, Michel Leiris, Maurice Merleau-Ponty et plus tard Claude Lanzmann, Les Temps modernes. Les Temps modernes avaient, je crois, pour but l'idée que les intellectuels non seulement pouvaient penser le monde, mais pouvaient agir sur le monde. 1949, Simone de Beauvoir rédige un texte qui va faire trembler toute la société française et bien au-delà, le deuxième sexe. L'écriture du deuxième sexe, c'est sa propre prise de conscience sur la condition des femmes. Elle ne mesure qu'à ce moment-là. C'est quand même Simone de Beauvoir qui l'a apporté la première, que oui, nous qui appartenions au sexe féminin, eh bien nous avions aussi le droit à la jouissance. Et c'est dans le deuxième sexe que Simone de Beauvoir aborde la première, la question de l'avortement. Avortement qui ne sera dépénalisé en France que le 18 janvier 1975, grâce à la loi Veil. Je dirais d'ailleurs que là-dessus, sur la question de l'avortement, c'est une chose dont nous, les féministes, pouvons être assez fiers, parce que finalement, je me demande si cette loi aurait eu lieu, si elle n'avait pas commencé par signer le manifeste des 343, on les a appelés quelquefois les 343 salopes, le manifeste où nous disions que dans notre vie, nous étions toutes faites avorter. Le manifeste des 343, lui, est publié en 1971 dans le Nouvel Observateur. Parmi les signataires, Catherine Deneuve, Agnès Varda, Marguerite Duras ou encore Françoise Fabian. Aujourd'hui encore, la pensée de Simone de Beauvoir n'a rien perdu de sa pertinence. C'est pas du tout une personne qu'il faut mettre dans le placard des idées comme une espèce de vieille momie qui bougerait un peu quand on viendrait l'agiter au moment des anniversaires. Il faut plutôt la voir comme une sorte de météore révolutionnaire, jamais encarté finalement dans de la propagande, mais il faut puiser à l'intérieur d'elle des choses qui peuvent nous aider à penser les temps postmodernes, l'avenir. Ce combat, il a toujours été naturel pour vous, Françoise? C'est bien ce qu'elle dit, Laure, hein, très bien. Très intéressant. Oui, bien sûr. Ouais. Depuis mon enfance. Ma mère nous a appris à travailler pour ne pas dépendre de qui que ce soit. Et surtout pas d'un homme. Et soyez indépendante, ne dépendez de personne. Et c'est resté gravé dans ma vie, ça.
Complètement. J'ai eu la liberté de faire un enfant, de ne pas faire un enfant. Et puis, on est comme les hommes aussi. On peut très très bien avoir envie de faire l'amour avec quelqu'un sans forcément avoir envie d'un enfant de lui. Et ça, voilà. c'était une revendication, bien Oui, sûr, qui est absolument. exprimée. Vous n'avez pas hésité à signer ce manifeste des 343 Au contraire. Au contraire. J'étais très très contente de le faire. Oui. Oui. Vous disiez, et on l'entendait dans le portrait, je n'ai jamais voulu dépendre de l'amour d'un homme, ou en tout cas n'exister que par le regard d'un homme. Non. Je revendique ma liberté intellectuelle, physique, sexuelle. Je trouve que c'est absolument légitime. Je trouve que les mères sont responsables aussi, beaucoup. Je trouve que le féminisme, c'est aussi l'éducation des mères. C'est le côté mon fils. Alors la fille qui fait la vaisselle, qui débarrasse la table, et mon fils, on le sert. Non, les mères devraient déjà apprendre à leurs fils que les femmes sont leurs égales. Et cette liberté dans les relations sentimentales, ça s'accompagne parfois de déconvenues ou de... Toujours. Pas toujours, mais enfin... Mais parfois. Oui, parfois. La parole des femmes qui est libérée aujourd'hui, vous trouvez que c'est bien, Françoise Fabian? Le fait qu'elles dénoncent maintenant le harcèlement sexuel, et bien sûr, les hommes qui les agressent. Ça aurait dû être fait depuis longtemps. Ça aurait dû être fait depuis longtemps. Là, maintenant, il y a tout d'un coup ce scandale qui existe depuis tellement de temps et que les femmes dont les femmes n'osaient pas parler. Mais les femmes, elles peuvent très, très bien se défendre. Moi, je me suis toujours défendue. Quand j'ai connu le harcèlement à 13 ans, 14 ans... Ça vous est arrivé? Comment? Ça vous est arrivé? Mais bien sûr que ça m'est arrivé. On m'appelait la fille au compas. Parce que ma mère disait... Vous sortiez une arme? Oui. Quand tu sens des frôlements comme ça dans l'autobus, quand on revenait du lycée, il y avait beaucoup de monde, etc. Je sentais des frôlements comme ça. Elle me disait, tu as un compas dans la poche, pam, tu donnes un grand coup de compas. Ça le guérissait. Je voyais le type pâlir, je savais qui c'était. Ouais.